Et sans plus attendre, je vous invite à applaudir André Comte-Sponville. Bien, bonjour à tous. Merci à la Fondation Brochet pour son invitation dans ce magnifique endroit. Donc le thème que je vais traiter, c'est donc la place de la médecine dans nos sociétés. J'ai mis comme titre, vous allez voir pourquoi, « Du salut à la santé ». Et je partirai d'un constat en forme de paradoxe, or qui vaut pour la France. Je ne sais pas si ça vaut de la même façon pour la Suisse, je soupçonne que non, parce que je pense qu'en matière de santé, comme pour le reste, ça va plutôt mieux chez vous que chez nous. Mais en France, c'est très frappant, on n'a jamais autant célébré la santé en général et la médecine en particulier. On n'a jamais autant applaudi les soignants. Vous l'avez peut-être fait aussi chez vous, mais vous avez dû voir ça à la télévision. En France, les gens applaudissaient à 20 h les soignants dans la rue, etc. On n'a jamais autant célébré la santé et la médecine, on n'a jamais autant applaudi les soignants. Et pourtant, les soignants, infirmiers, infirmières, médecins, n'ont jamais été aussi malheureux. C'est quand même un paradoxe. Tout le monde les applaudit, et ils se plaignent. Alors évidemment, la première explication qui vient, et que donneraient volontiers des soignants français, c'est la faute des politiques. Oui, peut-être pour une part, mais enfin moi, ça fait 50 ans que je m'intéresse, enfin un peu plus même, j'ai 71 ans, ça fait un peu plus de 50 ans que je m'intéresse passionnément à la politique, et j'ai toujours vu les médecins mécontents du gouvernement. Alors, soit les Français, depuis plus de 50 ans, n'élisent que des imbéciles, soit il y a un problème quelque part. Mon idée, c'est que le problème, en effet, est plus profond et plus grave que de simples erreurs politiques, qui peuvent exister par ailleurs. Mais mon idée, c'est que ce qui a changé, c'est la place de la santé et donc de la médecine dans notre société. Place qui devient tellement grande, voire tellement exagérée, qu'il devient impossible pour la médecine d'occuper cette place de façon tout à fait satisfaisante. Alors, au fond, les idées que je vais soutenir, on pourrait les résumer en 2 points. Premier point, la place de la santé dans nos sociétés, de la santé et donc de la médecine. La place de la santé et de la médecine dans nos sociétés n'a jamais été aussi grande. Ça n'était jamais arrivé. Et deuxième idée, elle va être de plus en plus grande. Alors pourquoi d'abord la place de la santé et de la médecine dans notre société, en France comme en Suisse, n'a-t-elle jamais été aussi grande? Essentiellement pour 6 raisons. D'abord, première raison, à cause des progrès même de la médecine. Et bien sûr, c'est une excellente nouvelle que la médecine ait tellement progressé. Plus la médecine est efficace, plus on lui en demande. Autrement dit, l'augmentation de l'offre médicale, bien loin d'abolir ou de saturer la demande, comme dirait un économiste, ne fait que la renforcer. La médecine peut de plus en plus, et donc on lui en demande de plus en plus. Parce qu'avant, la santé, c'était une chance. On l'avait ou on ne l'avait pas. Et on ne pouvait pas tellement compter sur les médecins pour y changer quoi que ce soit. C'est les médecins de Molière, aussi prétentieux qu'inefficaces. La santé était une chance et donc ça ne dépendait pas de nous. Nous avons une chance merveilleuse, notre santé dépend beaucoup plus de nous. De nous, simples mortels, les patients, par la prévention, mais la prévention elle-même doit beaucoup à la médecine, à la science, parce que c'est eux qui nous expliquent ce qu'il faut faire pour éviter de tomber malade. Mais notre santé doit aussi beaucoup à la médecine, à nos médecins, parce qu'avant, la santé, c'était une chance, on l'avait ou on ne l'avait pas, maintenant, c'est un objectif.
technique et scientifique. C'est un marché aussi, voire un droit, le fameux droit à la santé. Bien sûr, c'est une sottise, le droit à la santé. Il n'y a aucun droit à la santé parce qu'on ne peut avoir droit qu'au possible, par définition. Et la santé, je suis désolé de vous le rappeler, n'est pas toujours possible. Le jour où vous aurez un cancer du pancréas, pour reprendre l'exemple que vous évoquiez, et que le médecin vous expliquera que vu l'état où vous êtes, je suis désolé, je ne peux pas vous guérir, auprès de quel tribunal allez-vous porter plainte? On n'a pas respecté mon droit à la santé. Ben oui, c'est normal, il n'y a pas de droit à la santé. Il y a un droit de la santé, ça, oui, bien sûr, mais le droit de la santé, ce n'est pas un droit à la santé. Et puis surtout, il y a un droit aux soins. Ah, ça oui. Si vous avez un cancer du pancréas incurable et que votre médecin refuse de vous soigner, c'est-à-dire de prendre soin de vous, pas de vous guérir forcément, mais de vous soigner, de prendre soin de vous, alors là, éventuellement, vous pourrez porter plainte. Voilà, nous sommes passés de la santé comme chance aux soins comme droit. Nous sommes passés de la santé comme chance à la médecine comme science. La chance, elle est occasionnelle. Le droit et la science sont universels. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que la chance ne joue plus aucun rôle. Je ne voudrais pas vexer les médecins qui sont là si je vous rappelle à tous que malgré tout, mieux vaut avoir une bonne santé qu'un bon médecin. Ce qui met la médecine à sa place, qui par définition n'est pas la première. Mais enfin, le changement n'en est pas moins considérable et c'est un changement très heureux. Voilà, passer de la santé comme chance à la médecine comme science et aux soins comme droit, c'est un progrès formidable. Nous avons beaucoup de chance de vivre à notre époque. Autrement dit, le fameux « c'était mieux avant » dont on nous rebat les oreilles en France, il est toujours idiot, mais alors en matière de santé, il est d'une bêtise crasse. Deuxième explication qui explique que la place de la santé en général et de la médecine en particulier est plus grande aujourd'hui que précédemment, le recul des religions. Parce qu'au fond, pendant 20 siècles d'Occident chrétien, le sens de la vie, le but de la vie, c'était une autre vie. C'était de faire son salut. Et au fond, la santé, bon, on préférait être en bonne santé que malade, mais c'était beaucoup moins important que sauver ou pas son âme. Au fond, une bonne maladie, même grave, c'était l'occasion de pénitence. Il y a un beau texte de Blaise Pascal qui s'appelle « Prière pour le bon usage des maladies ». Et puis voilà, patatras, les gens y croient de moins en moins. Là, je connais les chiffres en France, ils sont peut-être un peu différents en Suisse, mais pas tant que ça. Enfin, toujours est-il qu'en France, un Français sur deux est athée, agnostique ou sans religion. 1 sur 2. Et que même parmi les croyants, la proportion qui croit en la résurrection des chrétiens est de plus en plus faible. J'ai lu un sondage de l'hebdomadaire Le Pèlerin, hebdomadaire chrétien, qui disait en 2009 qu'il n'y avait plus que 10% des Français qui croyaient en la résurrection. Et bien sûr, ça change tout. Parce que c'est la première fois depuis 20 siècles, voire la première fois depuis 300 000 ans, depuis l'apparition d'Homo sapiens sapiens, que la mort est vraiment la mort. Non pas une autre vie, mais simplement le néant. Et dès lors, cette vie-ci, la nôtre, ça devient la seule vie, l'unique vie. Et bien sûr, d'autant plus précieuse qu'elle est unique. Et donc, on tient d'autant plus à la garder et à en prendre soin. Il y a là, si vous voulez, comme une revanche de l'étymologie. Vous savez que salut, en français, ça vient du latin salus, salutis, mais dans le premier sens, ce n'était pas le salut, c'était la santé. Vous savez, en Espagne, on le sent quand on trinque, on dit salud, santé. Et oui, c'est uniquement les chrétiens qui se sont emparés du mot santé pour lui donner un autre sens, le sens de salut religieux, sauver son âme. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, comme les gens croient de moins en moins en Dieu, en une autre vie après la mort, ils reviennent au sens premier de salus, la santé. Bref, moins on croit, et c'est ça le sens de mon titre, du salut à la santé, moins on croit au salut, plus on attache d'importance à la santé. Moins on espère devenir des saints, S-A-I-N-T-S, plus on tient à rester saint,
S-A-I-N-S. Troisième explication de cette importance croissante de la santé, le vieillissement de la population. Au fond, c'est plutôt une bonne nouvelle, là encore. On vit de plus en plus vieux et on ne va pas s'en plaindre. Simplement, voilà, ce sont les vieux, le plus souvent, qui tombent malades. Et comme j'ai 71 ans, je peux ajouter « et c'est tant mieux ». Non pas que nous tombions malades, mais que nous tombions malades plus souvent que les jeunes. Ben oui, évidemment. Et tous les pères ou mères de famille qui sont ici, je pense, seront d'accord avec moi. Ce sont les vieux, le plus souvent. Alors, il y a malheureusement des exceptions. Il y a des enfants très gravement malades qui meurent, mais enfin, c'est l'exception. L'un de mes fils a fait médecine, il est médecin, et à un moment, il a hésité à choisir comme spécialité la gérontologie. Je trouvais ça un peu curieux, un peu tristounet, peut-être. Je dis, mais pourquoi la gérontologie? Il me répond, mais c'est génial, les vieux, ils ont toutes les pathologies. Puis il ajoutait, puis quand il y en a un qui meurt, c'est quand même moins triste que quand c'est un enfant ou un jeune. Et je le comprends bien. Voilà. Il y a des jeunes ici, quelques-uns, mais quand même pas beaucoup, et donc il y en a plusieurs qui sont de ma génération. Voilà, oui, c'est nous qui tombons malades le plus souvent. L'autre jour, j'étais avec, nous étions 6, 3 couples, et on ne s'était pas vus depuis quelques mois. Et on découvre que les 3 hommes, en l'occurrence, ont tous fait un AVC dans les mois qui précèdent, sont tous les 3 soit sous anticoagulants, soit sous aspirine à dose pédiatrique, et ont tous les 3 un petit truc sous la peau, là du côté de la poitrine, pour mesurer, je ne sais quoi, les battements cardiaques et en informer nos hôpitaux. Alors, il y a une part de hasard, vous voyez, mais 3 sur 3, on se disait quand même, oui, on vieillit. Et comme me disait un autre ami, quand on était jeune et qu'on se voyait, on se racontait nos amours. Maintenant, on se parle de notre santé. Et donc, une société qui vieillit, légitimement, attache plus d'importance à la santé. 4e raison, une aversion croissante au risque. On a d'autant plus peur du risque. Alors, c'est lié au vieillissement. Parce que les jeunes, eux, non seulement ils ont moins peur du risque, mais ils ont une certaine appétence au risque. Vous voyez, le jeune gamin de 16 ans qui part en mobilette, sans casque, qui roule comme un fou, vous voyez. Et regardez son grand-père qui tient bien, son grand-père de 80 ans qui tient bien la rampe en descendant l'escalier. C'est paradoxal, parce que le jeune homme de 16 ans a tellement plus à perdre que son grand-père de 80 ans qui tient bien la rampe. Et oui, mais c'est comme ça. Les jeunes ont une appétence au risque, les vieux ont horreur du risque. D'ailleurs, moi-même, je ne tiens pas encore la rampe. Mais maintenant, quand je descends un escalier, notamment dans le métro parisien, je me mets quand même près de la rampe. On ne sait jamais pour me rattraper si je tombais. Mais il n'y a pas seulement le vieillissement qui augmente l'horreur du risque. Il y a aussi qu'on vit dans des sociétés tellement sécures qu'on n'a plus l'habitude d'avoir peur. Alors, par exemple, le nombre de journalistes qui m'appellent ces dernières semaines, parce qu'il y a eu quelques faits divers atroces en France, pour que je leur parle comment expliquer cette augmentation de la violence. C'est de pire en pire. Je leur dis, écoutez, moi, je veux bien, mais quand j'interroge les historiens, ils me disent tous, sans exception, qu'il y a de moins en moins de violence. Nous vivons dans l'époque la moins violente que l'humanité ait jamais connue. Tous les historiens en sont d'accord. Oui, mais comme on regarde trop la télé, dès qu'il y a un meurtre affreux, de la violence, on en conclut que c'est de pire en pire. Mais non, on est mal informé des travaux historiques sur l'histoire de la violence. Mais comme il y a de moins en moins de violence, si un jour on se fait casser la figure dans une rue de Genève, alors là, on va en parler pendant des années, parce que ça arrive tellement rarement. Et donc, comme il y a de moins en moins de risques, société de plus en plus sécure, on a de plus en plus horreur du risque. Dans des proportions parfois inquiétantes. Une fois, je faisais une conférence pour des médecins sur la notion de risque, justement. Conférence sponsorisée, colloque sponsorisé par de grands laboratoires pharmaceutiques, comme toujours. Et donc, pendant la pause, je parlais avec les patrons de laboratoires pharmaceutiques. Et je leur dis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une telle peur du risque, une telle aversion du risque, que si on découvrait l'aspirine aujourd'hui, elle ne serait plus en vente libre. Il faudrait une ordonnance pour acheter des cachets d'aspirine. Et les patrons du labo me répondent, mais ce n'est pas la question.
il n'y aurait pas d'aspirine. Je leur demande, mais pourquoi? Elle me dit, c'est simple. Vous avez une nouvelle molécule, vous la testez sur le rat. L'aspirine sur le rat, elle est létale à 5 grammes. On arrête tout de suite. Aucun laboratoire n'engagera des recherches coûteuses sur une molécule qui est létale sur le rat à 5 grammes. Oui. Alors, vous savez tous, j'espère que l'aspirine est un médicament dangereux. N'en abusez pas, il y a des morts tous les ans à cause de l'aspirine. Mais en même temps, tous les migraineux qui sont ici, ceux qui ont un problème cardiaque qui sont à dose pédiatrique d'aspirine, ça vient que c'est aussi un très très utile médicament. Ben voilà, les labos me disent, aujourd'hui, on renoncerait aux recherches et donc il n'y aurait pas d'aspirine. Et je pourrais multiplier les exemples. J'ai participé au congrès des chirurgiens en France l'an passé et le président de l'association des chirurgiens français m'expliquait que la chirurgie a fait d'énormes progrès ces dernières décennies. Mais tous les progrès spectaculaires qu'ils ont faits, on ne pourrait plus les faire aujourd'hui. Parce que pour faire des progrès en chirurgie, il fallait prendre des risques. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de les prendre. Alors bon, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien, je laisse ça à la réflexion de chacun. Mais voyez, cette peur du risque, comme on a de plus en plus peur, on demande à être rassuré. À qui? À nos médecins, évidemment. Et comme le risque principal, malgré tout, dans nos pays tellement sécures, c'est de tomber malade. Vous connaissez la belle formule du docteur Knock, la pièce de Jules Romain. La santé est un état précaire qui ne présage rien de bon. Ça, c'est proprement génial, parce que c'est vrai. Tout est vrai à la lettre. La santé est un état précaire qui ne présage rien de bon. Et donc, comme c'est le risque principal et qu'on a de plus en plus peur du risque, mais mon Dieu, docteur, protégez-moi. 5e raison, la mort. Parce que le pire, c'est qu'on continue à mourir. Alors ça, c'est quand même très agaçant. Et la mort devient d'autant plus spectaculaire, si j'ose dire, qu'on la voit de moins en moins. Montaigne, qui vers une époque où la mort, à certains égards, était socialement plus visible, écrit dans les Essais « J'ai perdu 2 ou 3 enfants ». Je cite exactement, j'ai perdu 2 ou 3 enfants. La vérité, nous apprennent les historiens, c'est qu'il en a perdu 5. Alors, ma femme me dit que Madame Montaigne, elle, devait savoir combien elle en a perdu. C'est en effet vraisemblable. Mais enfin, quand même, vous voyez, d'abord, perdre 5 enfants, aujourd'hui, évidemment, ça n'existe plus, sauf des cas rarissimes dans nos pays. Oui. Mais vous voyez, ce n'est pas exactement combien. Il en perd 5, il se souvient de 2 ou 3, parce que c'était banal de perdre un enfant. Tous ceux ici qui ont perdu un enfant savent qu'ils ne l'oublieront jamais. Je me souviens, une fois, je participais à un séminaire avec des médecins hospitaliers, des professeurs de médecine. Et l'un des professeurs de médecine qui était là nous disait exactement ceci. Ce week-end, j'ai corrigé des copies de mes étudiants en médecine. Et sur la copie d'un des étudiants, j'ai lu la phrase « Autrefois, les gens mouraient souvent ». Le professeur nous dit, j'ai écrit dans la marge « Ils ne meurent pas moins aujourd'hui ». Non mais attendez, ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant, en quelque chose, a raison. Parce que si vous rapportez le nombre de décès dans une année donnée au nombre de vivants, vous avez un taux qu'on appelle le taux de mortalité. Et ce taux de mortalité a spectaculairement baissé ces derniers siècles, et spécialement ces dernières décennies. Donc, en ce sens, l'étudiant avait raison. On meurt de moins en moins. Et autrefois, les gens mouraient souvent. Mais le professeur avait raison aussi, bien sûr. Parce que le taux de mortalité, c'est des statistiques. Mais ce n'est pas les statistiques qui meurent. C'est vous, c'est moi, ce sont les individus. Or, le taux individuel de mortalité n'a pas bougé d'une décimale depuis 300 000 ans. Il est égal à 1 sur 1, c'est-à-dire à 100%. Et ça, voilà, ça c'est étonnant et agaçant aussi. Vous voyez, la médecine fait des progrès énormes, on est de plus en plus prudent, on a peur du risque, résultat, 0. Enfin, non. Résultat positif, tu meurs plus tard, donc tu vis plus longtemps. Ça, par contre, c'est très vrai. On vit nettement plus longtemps qu'avant, mais tu ne meurs pas moins. Et
Et donc, la mort devient d'autant plus insupportable qu'on fait tout pour la combattre. Y compris les médecins. Un de vos confrères, chère madame, me disait un jour lors d'un autre séminaire, « Pour moi, médecin, toute mort est un échec. » Je lui dis, ma chère amie, vous n'êtes pas prêt de réussir. Tous vos patients mourront. De toute façon, les succès des pédiatres donnent du travail aux gérontologues. C'est aussi bête que ça. Et c'est quand même tragique. À une époque où les progrès de la médecine font partie des meilleures nouvelles de ce temps, encore une fois, c'est une chance formidable de vivre au XXIe siècle, de voir qu'un médecin pense que toute mort est un échec, comme si le but de la médecine était de nous empêcher de mourir. Mais bien sûr que non. Le but de la médecine, c'est de nous soigner quand nous sommes malades, de nous aider à vivre le mieux possible, le plus longtemps possible, mais certainement pas à nous empêcher de mourir. Parce qu'enfin, je ne voudrais pas vous décevoir, mais la mort n'est pas une maladie. On meurt le plus souvent de maladie, oui, mais la mort n'est pas une maladie parce qu'il est parfaitement normal et non pathologique de mourir. Et tant que les médecins ne l'auront pas accepté, et surtout tant que nous, les patients, nous ne l'aurons pas accepté, nous demanderons absurdement à la médecine de nous empêcher de mourir, ce qui vaut les médecins à l'échec et nos hôpitaux à la pénurie. Parce que quand on demande l'impossible à la médecine, il ne faut pas s'étonner si on n'a pas les moyens financiers qu'il faudrait pour y parvenir, puisqu'on ne peut pas y parvenir. Et si on demandait aux médecins, bon, congrès politique, le Parlement suisse décide, objectif, augmenter l'espérance de vie en Suisse de 2 ans dans les 20 années qui viennent. Vous pourrez vous demander combien ça va coûter. Combien il faut mettre sur la table pour avoir une chance d'obtenir ce résultat. Mais si l'objectif, c'est ne pas mourir, ne pas vieillir, ne pas souffrir, quel que soit l'argent que vous mettrez sur la table, il n'y en aura pas assez. Et nous vivons une époque de triomphes médicaux où tout le monde se plaint parce qu'il n'y a pas les moyens qu'il faudrait pour la médecine. Ben oui, mais forcément, il n'y aura jamais les moyens puisqu'on demande à la médecine l'impossible. Bref, il est temps de comprendre ce que disait Montaigne. J'ai souvent dit aux médecins qu'il faudrait écrire cette formule de Montaigne en lettres d'or à l'entrée de nos hôpitaux. Montaigne, dans les Essais, écrit génialement ceci: « Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. » Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait partie de la vie. La mort est normale et non pathologique. La mortalité fait partie de la condition humaine. 6e et dernière raison sur laquelle je vais m'attarder un peu plus, c'est un changement normatif, autrement dit un changement dans les valeurs et spécialement dans la hiérarchie des valeurs. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire de la santé la valeur suprême. Et c'est ce que j'ai appelé, depuis 20 ans, bien avant la pandémie, c'est ce que j'appelle le panmédicalisme. Qu'est-ce que j'entends par panmédicalisme? Vous savez que to pan, en grec, ça veut dire le tout. Par exemple, panthéisme, ça veut dire tout est Dieu, Dieu est tout. Bien, ce que j'entends par panmédicalisme, c'est cette espèce d'idéologie qui se développe, voire cette espèce de civilisation qui est la nôtre, qui consiste à faire de la santé la valeur suprême et donc à tout demander à la médecine. Panmédicalisme, tout demander à la médecine. Docteur, je suis triste, fatigué, angoissé. Vous ne pourriez pas me donner quelque chose? Alors comprenez-moi bien, je sais qu'il y a des tristesses pathologiques, des angoisses pathologiques, des fatigues pathologiques. Je sais que la dépression est une maladie grave, ma mère en est morte, qui se soigne de mieux en mieux, et je m'en réjouis. Mais enfin, je sais aussi qu'il y a des tristesses non pathologiques, des tristesses normales, des angoisses normales, des fatigues normales. Il est normal et non pathologique d'être parfois angoissé, fatigué ou triste. Ça fait partie de la condition humaine. Un de mes amis psychiatres me disait qu'il est encombré, alors, moins à l'hôpital en vérité, où
où il travaille aussi, mais dans son cabinet, il est psychiatre et psychanalyste. Il m'explique que dans son cabinet en ville, cabinet de psychanalyste, il est encombré de patients qui viennent le voir. Alors, à la première réunion, il lui demande « Qu'est-ce qui vous amène ?» Et le patient répond « Docteur, je viens vous voir parce que je fais une dépression. » Il me dit « Je les interroge. » Et je vois que, bien, il y en a qui font une dépression, bien sûr, je les prends en main, je les soigne. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne font pas du tout une dépression. Simplement, ils sont malheureux. Ils sont malheureux très souvent pour d'excellentes raisons. Parce qu'ils ont perdu un être cher, ou parce qu'ils n'aiment plus leur femme ou leur mari, ou parce que leur mari ou leur femme ne les aime plus, ou parce qu'ils font un métier idiot ou harassant, ou parce qu'ils sont seuls, que sais-je. Mais ils ont de très bonnes raisons d'être malheureux. Si avec une vie aussi difficile, ils venaient me voir en disant « Docteur, j'ai une pêche d'enfer, qu'est-ce que je suis heureux ?» Alors là, on pourrait craindre une euphorie morbide qui pourrait laisser redouter une bouffée délirante, si vous voulez. Mais qu'ils soient malheureux avec la vie qu'ils mènent, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire forcément que le médecin ne pourra pas les aider. Parce que, vous savez, une mère ou un père qui perd un enfant, il est normal qu'il soit atrocement triste. Ça ne prouve pas qu'il ne faut pas le mettre sous antidépresseur. Non pas parce que son chagrin serait pathologique, mais éventuellement pour éviter que son deuil ne devienne pathogène. Et donc, je ne prétends pas faire la leçon aux médecins. Je sais comme c'est compliqué, la différence entre le normal et le pathologique, mais c'est pour attirer votre attention sur le problème. C'est que tout malheur n'est pas pathologique. Voilà. Et que l'angoisse fait partie de la condition humaine. L'angoisse est le propre de l'homme. Les animaux ont peur. Mais l'angoisse, c'est le propre de l'homme. Et que je sache que l'humanité n'est pas une maladie dont la médecine devrait nous guérir. Donc voilà, pan-médicalisme, faire de la santé la valeur suprême et en conséquence tout demander à la médecine. Alors c'est une vieille histoire. Moi, ça n'a pas commencé avec la pandémie, bien au contraire. La première occurrence que je connais quant à moi de ce pan-médicalisme, c'est une boutade de Voltaire qui écrivait joliment au XVIIIe siècle « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Et tout le monde applaudit, tout le monde trouve ça formidable. Moi, je trouve ça drôle. Et j'espère bien que Voltaire avait le sens du paradoxe et de l'absurdité. Parce que le jour où le bonheur n'est plus qu'un moyen pour atteindre ce but suprême que serait la santé, on assiste en vérité à un renversement complet de perspective et de hiérarchie par rapport à au moins 25 siècles de civilisation, où on considérait à l'inverse que la santé n'est qu'un moyen, alors certes particulièrement précieux, mais un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est le bonheur. Deuxième illustration de ce pan-médicalisme, beaucoup plus récente, est un dessin de Sampé, paru dans je ne sais plus quel hebdomadaire il y a quelques années, en pleine page. Le dessin représentait une église vue de l'intérieur, très bien dessinée, c'était du Sampé. L'église est vide. Sauf que devant l'autel, il y a une petite bonne femme toute seule, le sac à main serré contre la poitrine, en train de prier, en train de parler au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle lui dit au bon Dieu? Elle lui dit exactement ceci: « Mon Dieu, j'ai tellement confiance en vous que des fois, je voudrais vous appeler docteur. » Dieu est mort, vive la médecine. Là, bien sûr, Voltaire et Sampé, ce sont des boutades, mais qui disent quelque chose sur notre époque et sur cette place croissante de la santé et donc de la médecine dans nos vies. Le plus souvent, ce n'est pas tellement une action du corps médical, c'est plutôt une demande du corps social. Mais à cette demande du corps social, le corps médical n'a pas non plus résisté avec toute l'énergie qu'on aurait pu souhaiter. J'en veux pour preuve la très célèbre définition que l'OMS nous donne de la santé en 1946, dans l'enthousiasme de la victoire contre le nazisme, mais qu'elle n'a jamais, à ma connaissance, aboli ni même corrigé. Et qu'on cite très souvent, et là encore, toujours avec approbation, alors que je trouve que cette définition est folle. L'OMS nous dit donc que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie. Ben non, ça serait trop simple. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie. La santé, explique l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Un état de complet bien-être physique, mental et social.
Écoutez, faites un sondage dans la rue, demandez à quelqu'un, n'importe qui, comment appelez-vous un état de complet bien-être physique, mental et social? La plupart des gens vous diront, bah, j'appelle ça le bonheur, évidemment. Et donc, on va tous demander le bonheur à la médecine. Ce qui veut dire, par exemple, qu'en France, où il y a 3 ou 4 millions de chômeurs et d'exclus, ben, il y a donc 3 ou 4 millions de gens qui ne sont pas en bonne santé. Alors, sauf à supposer que les chômeurs et les exclus soient dans un état de parfait bien-être physique, mental et social. C'est quand même paradoxal. Il y a donc 3 ou 4 millions de chômeurs et d'exclus qui ne sont pas en bonne santé, qu'il faut d'urgence envoyer voir leur médecin. Dieu est mort, Marx est mort, vivent les psychotropes. Sauf que quand c'est la société qui est malade, ben je compte davantage sur la politique pour la guérir, pour la soigner, que sur la médecine. Et puis je vais vous dire, si la santé était un état de complet bien-être physique, mental et social, si à l'âge que j'ai, si j'ai vécu 3 jours consécutifs de bonne santé, c'est le strict maximum. Ah oui, parce que les états de complet bien-être physique, mental et social, c'est quand même une formidable exception. Vous voyez, donc, ils confondent la santé et le bonheur, enfin, que dis-je? Même pas. Parce que si vous croyez que le bonheur, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, vous ne serez pas heureux souvent. Oui. Monsieur qui a ses impôts à payer, madame dont un fils passe un examen difficile, celui d'entre vous qui a mal à la tête ou qui a des kilos à perdre, le bien-être n'est pas total. Je ne suis pas heureux, mais si, bien sûr. Vous voyez, donc d'un côté, ils confondent la santé avec le bonheur, mais en plus avec une conception totalement exagérée du bonheur. Et donc, évidemment, on n'est pas prêt de cesser d'aller voir son médecin. Et puis arrive là-dessus la pandémie de Covid-19. Alors, ça a été rappelé, j'en ai parlé un petit peu à la télé, pourtant je sais que j'aime pas trop l'exercice, mais là, moi, j'en pouvais plus. Si vous voulez, de cette espèce d'exagération, encore spécialement en France, d'effroi devant une maladie tout à fait sérieuse. Il fallait bien sûr, je l'ai toujours dit, respecter les gestes barrières, respecter le confinement, même le nôtre, qui pourtant en France était, à mon avis, exagérément répressif. Une nouvelle fois, les Suisses qui ont appliqué une espèce de semi-confinement par rapport à nous, les Français, ont fait preuve de plus de bon sens et de sérénité que nous. Mais c'est pas rare. Hein. Mais bon, je ne veux pas revenir sur la question de la pandémie. Il fallait évidemment se faire vacciner le plus tôt possible. Tout ça va de soi. Non, je voudrais simplement revenir sur quelque chose qui s'est beaucoup dit pendant la pandémie, en tout cas en France, et qui illustre ce pan médicaliste. C'est que tout le monde, les politiques, les journalistes, les médecins, tout le monde répétait sans arrêt « il n'y a rien au-dessus de la santé ». Voilà. Ben c'est ça, faire de la santé la valeur suprême, c'est dire qu'il n'y a rien au-dessus de la santé. Et je crois que c'est faux. Je crois même qu'il y a là 2 erreurs différentes. Première erreur, ben non, je suis désolé, pour moi, la santé n'est pas la valeur suprême. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle. Il n'est pas écrit dans les évangiles « Prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime ». J'espère ne pas être le seul, dans nos vieux pays de culture chrétienne, à me rappeler que l'amour est évidemment une valeur supérieure à la santé. Que je sache, il n'est pas écrit au fronton de nos mairies, en France, santé, égalité, fraternité. Il est écrit liberté, égalité, fraternité. J'espère ne pas être le seul à me penser qu'évidemment, la liberté est une valeur supérieure à la santé. Et donc, non, résolument non, la santé n'est pas la valeur suprême. Mais qui plus est, deuxième erreur, la santé n'est même pas une valeur du tout. C'est un bien, un très très grand bien, mais ce n'est pas une valeur. Alors, je fais une différence entre les biens et les valeurs. Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, voire enviable. Une valeur, c'est quelque chose qui rend estimable, voire admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi, ou parce qu'il est en meilleure santé que moi. Ben oui, la richesse, la santé, ce sont des biens. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi ou en meilleure santé que moi, je suis un imbécile. En revanche, je peux admirer quelqu'un parce qu'il est plus généreux que moi, plus courageux que moi, plus juste que moi, plus aimant que moi. Ben oui, le courage, la générosité, la justice, l'amour, ce sont des valeurs.
Et quand on soumet les valeurs au bien, on est déjà sur la pente qui mène au nihilisme. Imaginez que quelqu'un vous dise « il n'y a rien au-dessus de l'argent ». Vous diriez « oh là là, mais c'est du nihilisme financier ». Vous auriez raison, et tout le monde serait contre, évidemment. Eh bien, quand quelqu'un dit « il n'y a rien au-dessus de la santé », pour moi, c'est du nihilisme sanitaire. Et je m'étonne que tout le monde semble pour. Alors, il m'est arrivé, un peu par boutade ou par provocation, d'évoquer un livre de Lénine, qu'on lisait beaucoup dans ma jeunesse, mais qu'aucun jeune ne lit plus aujourd'hui sans doute, mais qui s'appelait « Le gauchisme, maladie infantile du communisme ». Le gauchisme, maladie infantile du communisme. Il m'est arrivé de dire, par provocation, que le panmédicalisme, c'était la maladie sénile de l'humanisme. De l'humanisme, oui, puisqu'il s'agit de sauver des vies humaines. Et évidemment, tout le monde est pour, moi le premier. Mais maladie sénile. Parce que si on fait de la santé la valeur suprême, la priorité des priorités, comme l'a dit notre président, c'est de protéger les plus fragiles, c'est-à-dire, en termes de santé, les plus vieux, bien sûr. Alors, en période de crise sanitaire aiguë, oui, allons-y. Mais enfin, sur le long terme, que penseriez-vous d'une société dont la priorité des priorités, ce serait le sort de ces octogénaires? C'est ça le monde qu'on veut pour nos enfants? Protéger les plus fragiles, je suis à fond pour. Mais sauf que les plus fragiles, si on ne s'obsède pas uniquement sur la santé, ce ne sont pas les plus vieux, ce sont les plus jeunes, bien sûr. Il n'y a rien de plus fragile qu'un nouveau-né. Il n'y a rien de plus fragile qu'un adolescent. Quel est le pire risque? Mourir jeune, la mort prématurée. Peinard. Je suis invulnérable face à ce risque-là. Il est certain que je ne mourrai pas jeune. Mes enfants peuvent mourir jeunes, ils sont bien plus fragiles que moi face à la mort prématurée. Deuxième risque majeur, le chômage. Invulnérable. Je suis à la retraite depuis des années, que voulez-vous? Non, le chômage ne peut rien contre moi. Mes enfants peuvent être chômeurs. Troisième risque, le dérèglement climatique. Dans 30 ans, peut-être, la vie sur Terre va devenir très difficile. S'il n'y avait que moi, je m'en fous. Dans 30 ans, je serai mort. Mes enfants, j'espère bien, seront encore vivants. Voyez. Et donc, si on fait de la santé la valeur suprême, protéger les plus fragiles, ça devient exclusivement protéger les plus vieux, ce qui me paraît un modèle de société absurde. On me parle de solidarité intergénérationnelle. Je suis à fond pour, comme tout le monde. Mais n'oublions pas que la solidarité intergénérationnelle, elle est orientée asymétrique depuis 300 000 ans. Ça fait 300 000 ans que les parents se sacrifient volontiers pour leurs enfants, continuellement. Que les grands-parents se sacrifieraient volontiers pour leurs enfants, continuellement. Est-ce qu'on veut, qui oserait imaginer maintenant un instant que nos enfants sacrifient leur vie ou même la compromettent pour la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents qui pourraient envisager ce processus-là? Mais bien sûr que non. Alors, encore une fois, ça n'empêchait pas de respecter les gestes barrières, de respecter le confinement, puisque l'État en avait décidé ainsi démocratiquement, et encore une fois, et surtout, de se faire vacciner le plus tôt possible. Mais enfin, en même temps, respecter les gestes barrières, de se faire vacciner, etc., ça n'empêche pas de réfléchir. Je termine rapidement sur la deuxième idée. Non seulement la place de la santé et de la médecine n'a jamais été aussi grande, mais elle sera de plus en plus grande. Pourquoi? D'abord, en raison des progrès même de la médecine, qui d'évidence vont continuer, et c'est tant mieux, là encore. Sauf que de progrès en progrès, ces progrès déplacent les limites de la médecine, par définition, mais aussi de façon plus étonnante, plus inquiétante, les limites de la santé. La frontière entre le normal et le pathologique, qui a toujours été poreuse, incertaine, mais tend à devenir de plus en plus mobile. Deux exemples pour illustrer ce point. Il y a quelques années, je parle à un ami qui a mon âge, et je lui demande des nouvelles de sa mère, que je connais un petit peu. Donc c'était il y a plusieurs années, à l'époque, elle avait, je crois, 85, 88 ans, je ne sais plus bien. Je lui demande comment va ta mère. Mon ami me répond, écoute, elle va étonnamment bien. Elle est gaie, tonique, dynamique. Tout le monde me dit, mais quelle chance tu as d'avoir une mère comme ça. Mon ami se tait 2 secondes et puis soudain il ajoute « Bon, cela dit, elle est sous Prozac depuis 15 ans. » Ça, c'est intéressant. Le Prozac, c'est un antidépresseur, comme vous le savez. C'est intéressant. Parce que je veux bien croire qu'il y a 15 ans, cette femme était dépressive. Je ne conteste pas du tout l'ordonnance de son médecin. Mais d'évidence, la femme que me décrit mon ami, sa mère, elle n'est pas dépressive, mais elle est sous Prozac. Ce qui confirme que la même molécule
qui peut soigner efficacement les troubles de l'humeur, comme disent les psychiatres, la dépression, et c'est tant mieux. Cette même molécule a toutes les chances de pouvoir améliorer aussi les humeurs normales. Sauf que ça débouche sur une question abyssale. Qu'est-ce que c'est qu'une humeur normale? Deuxième exemple, il y a 15-20 ans, quand ils ont lancé sur le marché le Viagra, qui soigne, comme vous le savez, les troubles de l'érection, messieurs. J'avais été invité à une table ronde avec quelques médecins pour présenter la chose. Je ne sais plus du tout ce qu'on s'est dit, mais je me souviens qu'après la table ronde, on est allé boire un pot, les 4 ou 5 que nous étions à la tribune. Et au bistrot, je demande à l'un des médecins qui était là, en l'occurrence un urologue qui avait une 50aine d'années, donc bien plus jeune que je ne le suis maintenant, mais sensiblement plus vieux que je ne l'étais à l'époque. Je lui demande, mais le Viagra sur vous-même, vous avez essayé? Il me répond dans un sourire, bah oui, bien sûr. Je lui demande, et alors? Il me répond, bah alors, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que la même molécule qui soigne, et c'est tant mieux, les troubles de l'érection, a toutes les chances de pouvoir améliorer aussi les érections normales. Alors, nouvelle question abyssale qu'on se pose, messieurs, depuis notre adolescence, qu'est-ce que c'est qu'une érection normale? Et puis surtout, ça pose 3 questions. Première question, quand la médecine ne sert plus à soigner des pathologies, mais à améliorer des états normaux, une humeur normale, une érection normale, est-ce que c'est encore de la médecine ou est-ce que c'est déjà du dopage? Deuxième question, où va-t-on s'arrêter? Parce que quand on commence à améliorer les états normaux, on est déjà sur la direction de l'homme augmenté, voire à terme du transhumanisme. Troisième question, qui va payer? Parce que je veux bien, par solidarité, payer pour ceux d'entre vous qui êtes malades, enfin pour contribuer à votre félicité permanente et à la qualité de vos érections, de vos orgasmes, je serai un peu plus hésitant, malgré tout. Alors, il y aurait la question de la santé et son coût. Mais en 2 mots, vous connaissez tous la formule, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ce qui est très vrai. Mais c'est paradoxal, parce qu'en principe, le coût et le prix, c'est la même chose. Ah, pas tout à fait. Parce que la santé, pour moi, qui n'a pas de prix, c'est la mienne et celle de mes enfants. Celle, pour moi, qui a un coût, c'est la vôtre. Et réciproquement pour vous, la santé qui pour vous n'a pas de prix, c'est la vôtre et celle de vos enfants. La santé qui a un coût, c'est la mienne et celle de tous les autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin de solidarité. Alors en France, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale, bien sûr, et c'est très bien. Ça va coûter de plus en plus cher parce que la médecine progresse et c'est tant mieux, parce qu'on vieillit et c'est tant mieux. Mais ça ne va pas non plus être sans limite. Je passe mon temps à expliquer aux médecins. Alors, il y a une expression en France qui fait scandale auprès des médecins, c'est l'expression « maîtrise comptable des dépenses de santé ». Alors ça, c'est le diable. Mais moi, je dis toujours aux médecins, mais attendez, maîtrise comptable des dépenses de santé, ce n'est pas un paradoxe. C'est tout le contraire. C'est un pléonasme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il suffit de compter pour maîtriser les dépenses, mais je vous mets au défi de maîtriser les dépenses sans compter. Et donc, il est parfaitement normal que les médecins en demandent toujours plus. Mais qui va décider? Ce n'est pas les médecins, bien sûr. Ce n'est pas non plus le gouvernement Macron ou votre gouvernement à vous. Mais c'est nous, c'est le peuple souverain. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et donc, quand les médecins me disent « Mais de quel droit les politiques qui ne connaissent rien prétendent me dire où il faut mettre de l'argent ?» Mais du droit du peuple souverain, du droit de la démocratie. Et permettez à l'enseignant que je suis, là encore ça vaut pour la France, j'espère que ça vaut moins pour vous, mais enfin bon, en gros, j'ai passé du temps dans les hôpitaux, entre autres grâce à mon AVC il y a 18 mois, nous avons les meilleurs hôpitaux du monde. Permettez à l'enseignant que j'ai longtemps été de vous dire qu'en France, il y a une chose est certaine, c'est que nous n'avons pas les meilleures écoles du monde. Nous n'avons pas les meilleurs collèges du monde, nous n'avons pas les meilleurs lycées du monde, nous n'avons pas les meilleures universités du monde. Alors c'est très important, la santé. Mais qu'est-ce qui est plus important? La santé de ceux qui tombent malades, le plus souvent les vieux, ou l'éducation des enfants et des adolescents. Voilà, et donc oui, il faudra faire des choix. Les progrès de la médecine, c'est une chose formidable. Ça ne veut pas dire qu'on peut dépenser sans compter. Ça ne veut pas dire que le peuple souverain n'ait pas le droit de se souvenir qu'il y a d'autres priorités.
Je suis certain que dans 30 ans, il y aura toujours de bons hôpitaux en France. Hein. Qui peut être certain que la France, dans 30 ans, sera encore indépendante, hein? Vous voyez ce qui se passe en Ukraine? Les dépenses militaires, ça compte aussi. Oui. Voilà, et donc, c'est trop facile de pester en permanence contre les politiques. Ça revient à pester contre nous, que nous avons élus. Nous avons une chance formidable, c'est de vivre à une époque où la santé est plus efficace que jamais. Ce n'est pas une raison pour lui demander l'impossible. Bref, pour conclure, j'ai envie d'inverser la boutade de Voltaire, donc de remettre les choses à l'endroit. Prenons soin de notre santé parce que c'est bon pour le bonheur. Je vous remercie pour votre attention.